Bonsoir Philippe, bonsoir Pierre. Bonsoir, bonsoir Philippe, bonsoir Diane. Eh bien, bonsoir Diane, bonsoir Pierre. Bon, on a eu un petit problème hier puisqu'on n'a pas pu faire l'entretien qui était prévu pour hier parce que vous avez eu une tempête dans votre région. Oui, Bon, donc eh bien, coupure on va d'électricité. passer parce que l'image est parfaite et le son est parfait. Donc, allons-y. Alors, les présidents Volodymyr Zelensky et Emmanuel Macron ont signé un accord bilatéral de coopération en matière de sécurité au Palais de l'Élysée à Paris le 16 février dernier. Quel jugement portez-vous sur cette information? Alors, je voudrais d'abord signaler que cet accord suit des accords similaires qui ont été passés par l'Allemagne et l'Angleterre. Et alors, justement, ce que je voudrais souligner, c'est le prétexte. Je cite, la future adhésion de l'Ukraine à l'OTAN constituerait une contribution utile à la paix et à la stabilité en Europe. Et puis le texte précise encore, les participants coordonneront et renforceront leurs efforts conjoints pour soutenir l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Or, l'accord prévoit que la France et d'autres pays, États partenaires, aident l'Ukraine à rendre ses capacités de défense plus compatibles avec l'OTAN. Et il nous parle de paix, tout du monde. Petit rappel encore, la France a déjà fourni à l'Ukraine une aide militaire d'une valeur de 1,7 milliard d'euros en 2022 et de 2,1 milliards d'euros en 2023. 2024, on verra. Jusqu'au terme de l'accord du 16 février, le gouvernement français entend fournir jusqu'à 3 milliards d'euros de soutien supplémentaire Oui, les ressources semblent inépuisables. de notre poche, que je sache. Or, Emmanuel Macron ne pose jamais la question au Parlement si c'est le souhait des représentants du peuple, etc., etc. Donc voilà, il fait ce qu'il veut et il est en train de nous faire entrer en guerre contre la Russie. Alors, il y a une chose qui est tout de même curieuse, c'est que, je ne sais pas si vous avez vu, Macron devait aller se rendre en Ukraine rencontrer Zelensky. Et au dernier moment, son voyage a été annulé, sous prétexte de mesures de sécurité. Ça donne à réfléchir. Mais je vais me répéter encore une fois, parce que c'est tout de même fondamental, quand on voit cet acharnement de l'Occident à soutenir coûte que coûte l'Ukraine, Zelensky et ce qu'il représente, c'est tout simplement parce que Zelensky, étant d'une certaine origine, avait promis que l'Ukraine deviendrait le nouveau grand Israël. Et je m'aventurerais à dire que compte tenu de ce qui se passe au Moyen-Orient, je crois qu'Israël en aura besoin dans pas longtemps. Parce que les choses sont loin d'être gagnées pour Israël sur place là-bas. Donc voilà pourquoi les peuples sont pompés au bénéfice de l'Ukraine, Zelensky, de son projet. Pour rappeler très rapidement que une bonne partie de une partie de cet argent se retrouve dans les poches de Zelensky et de sa famille, hein. On avait évoqué ici, vous vous souvenez, dans un entretien Je l'ai que, évoqué à plusieurs reprises. à plusieurs Alors, reprises, la première information qu'on avait eue, c'était l'achat par la mère de Zelensky d'une splendide propriété En en Égypte, Israël. en Israël. Et puis on a appris, oh, ça, je sais pas, il n'y a pas longtemps, il doit y avoir 2 ou 3 mois maximum, qu'à son tour, Zelensky avait acheté lui aussi une très belle propriété dans un lieu de villégiature réputé en bord de mer en Égypte.
Euh, quel argent? Par le Avec biais de quel sa argent? belle-mère. Ouais, par le biais de sa belle-mère ukrainienne. Donc voilà, voilà où passe l'argent. Et alors aussi, bon, alors cet argent vient aussi de tous les trafics, parce que, autre information que j'ai vue, c'est qu'on retrouvait des armes fournies par l'Occident à l'Ukraine entre les mains de toute la mafia de la drogue en Amérique latine. Donc voilà comment le petit Zelensky et sa bande profitent de notre argent pour leurs propres bénéfices, et ça ne sert même pas à son effort de guerre. Non, je sais pas. Moi, ce qui me surprend il y a deux choses qui me surprennent actuellement. Que ni Zelensky, ni Netanyahou ne soient l'objet d'un attentat. Parce que si ces deux individus disparaissaient, ça éviterait beaucoup d'autres morts, innocentes celles-là. Et je rappellerai ce mot de Richelieu qui m'a toujours frappé, que j'aime rappeler de temps en temps quand l'occasion se présente. Il parlait de Luther et il disait que si on avait empoisonné Luther, on aurait épargné à l'Europe beaucoup de sang. Or, aujourd'hui, on préfère laisser mourir des innocents au bénéfice de crapules. Il faut en tirer les leçons. Sans compter qu'il y a de plus en plus de gens sur les plateaux de télé en Occident, en France notamment, des gens comme Nicolas Tenzer, hein, qui appellent ouvertement à ce que des troupes occidentales, hein, pour pas dire françaises, se rendent sur place en Ukraine pour verser leur sang, hein, pour la cause. Tout à fait, ce Tenzer est redoutable. Je l'entends assez souvent sur Radio Classique, qui, comme vous le savez, je le répète, est une radio juive, de par ses intervenants et de par sa politique. Il est régulièrement là-dessus, et on va voir ce qu'il déverse. C'est de la haine à l'état pur. Alors, que pensez-vous de l'entretien d'Emmanuel Macron dans l'Humanité du 18 février dernier, dans lequel il a annoncé la panthéonisation du résistant communiste Michak Manoukian et a annoncé qu'il, je cite, qu'il ne considérait pas que le Rassemblement national s'inscrivait dans l'arc républicain. Bon, ben, je trouve qu'il a tout à fait tort, parce que quand on voit toutes les déclarations de Marine Le Pen et de Jordan Bardella, ils sont tout à fait dans l'arc républicain, ça. Bon, enfin, bref. Alors, ce qui est intéressant dans cette information, c'est que vraiment, on constate en fait que Macron, ayant perdu sa majorité, est en train de racler les tiroirs, et on appelle aux communistes, quoi. Fait des risettes aux communistes. Euh, Ceux qui ont voté pour lui et revoté pour lui devraient tout de même se rendre compte que ce Macron, ancien banquier associé à la banque Rothschild, est très compatible avec la gauche et l'ultra-gauche. Ben voilà, entre autres choses. Et alors, moi, ce qui me fait hurler, bon, ce que dit Macron, bon, il est habitué, il est dans son rôle, je ne vais pas dire de gros mots, puis en plus de ça, il ne faut jamais insulter l'ennemi. Ça risque de vous mener à la 17e chambre. Mais ce qui me fait hurler, ce sont les compliments, les petits pleurs de la bien-pensance. Et entre autres, pour pleurer Manouchian, il y avait Marine Le Pen, il y avait Jordan Bardella, il y avait, oh, je l'adore celui-là, Bruno Retailleau, le cateau des Républicains
à géométrie ultra variable. C'est fabuleux. Etc., etc. Et puis alors, il y avait une chose très touchante. Il y avait l'écrivain juif Robert Birnbaum au mur des lamentations qui déclarait ceci: Dès que je parle de Manouchian, je pleure. C'est dans le point.fr du 20 février 2024. Et tous ces gens-là qui pleurnichent sur ce malheureux Manouchian, hein, sur cet assassin de Manouchian, parce qu'il a été le tueur des FTP communistes. Un mot sur les victimes de cet individu? Rien. Marine Le Pen, Jordan Bardella, Retailleau, voilà la droite. Alors, Dupont-Aignan a appelé à la destitution de Macron à l'abri de l'article 35 de la Constitution. Un commentaire? Oh oui. Alors, Bon, pardon, je crois que c'est peut-être l'article 68. Je ne sais pas, j'arrive pas à retrouver la référence. Bon, c'est c'est dans anecdotique. l'article 35. L'article 35? Oui, mais apparemment, ce serait l'article 68. Ah bon? Mm. Article Ah là 68 de encore, la Constitution. c'est une information qui a été publiée sur Internet. Oui, l'article, le président de l'Assemblée nationale. Et l'article 35, que dit-il? Bah, que pour une destitution, en fait, c'est dans un cas de destitution qu'en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Ben oui, ben c'est ça le fond. Oui, bah, c'est l'article 68. Bref, c'est une erreur Alors de là, chiffre. oui, mais c'est grave, hein, je Ah sais pas oui. qui. Parce que Vraiment, je trouve pas. encore une Ouais, fois, bon, c'est le manque de sérieux de ceux oui, oui. qui donnent les informations sur Internet. Parce que justement, j'étais en train de chercher qu'est-ce que dit l'article 35 et je vois pas le rapport avec la destitution du président. Eh bien, bravo, Diane. Oui. Alors que Bravo, l'article Diane. 68 dit bien le président de la République ne peut Et être donc, destitué qu'en là cas de encore, manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc c'est bien le 68. Bon, bref, alors, mais voilà, c'est vous pour être avez précis. absolument raison de le signaler, bravo. C'est invraisemblable, je vous dis. Ben, les gens qui rédigent les informations au jour le jour qui Mhm. sont publiées sur Internet sont des gens qui sont c'est du n'importe quoi. Bon, alors quand même, pour répondre à la question, bon, Dupont-Aignan et Dupont-Aignan, on sait, on sait certains de ces aspects qui ne sont pas particulièrement plaisants, qui seraient sur ses mœurs. Son gaullisme, bon, malheureusement, est aussi répandu que, etc., etc. Bon, il est comme bordel, là. Je regrette aussi, je suis obligé tout de même de le souligner. C'est dommage parce qu'il fait un travail intéressant, mais il est gaulliste, 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 et il ne rate aucune occasion d'en parler. C'est Xavier Moreau. Oui, pareil, gaulliste, alors que ses analyses sont bonnes, hormis ça. Donc c'est sidérant. Bon, alors, Dupont-Aignan, ceci dit, je dirais, on prend ce que l'on a. Sa demande de destitution de Macron est tout à fait justifiée parce que cet individu est en train, à la suite de ses religionnaires, Sarkozy et Hollande, sans compter ceux qui étaient avant, mais ce n'était pas à ce point-là, est en train de détruire la France. Et je voudrais rappeler, bon alors premièrement, on connaît toute la bande qui l'entoure, bande de mignons, et puis d'une certaine communauté qui occupe les postes de pouvoir en France. Il faut rappeler que c'est celui qui a vendu une partie du parc nucléaire français à la General Electric à l'époque où il était associé avec Rothschild. Il est le responsable principal du quoi qu'il en coûte de plus de 400 milliards d'euros
à l'époque d'une certaine pandémie qui a sévi entre 2021 et 2022, et dont on ne cesse de voir la morbidité et la mortalité. Le dernier chiffre que j'ai vu, que j'ai cité il y a 2 ou 3 entretiens, je pense, c'était 17 millions de morts à travers le monde du fait de ce fameux traitement. Je n'en dirai pas plus parce que si je parlais plus clairement, je passerai sous la guillotine de YouTube. Alors comprenez si vous voulez bien comprendre. Ravivez vos cellules grises, etc., etc. Et puis, pour ceux qui oseraient dire quelque chose contre ce que je viens de dénoncer, le pouvoir prépare un projet de loi qui viserait les citoyens qui s'exprimeraient et refuseraient le fameux traitement obligatoire en 2021 et 2022 de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Et puis, il ne faut pas oublier que Macron, par sa politique pro-Zelensky et Ukraine, est en fait le complice de plus de 13 000 Ukrainiens russophones qui faisaient partie de l'Ukraine sécessionniste, qui, depuis la révolution de Maïdan en 2014, n'ont cessé d'être bombardés par le pouvoir de Kiev. Les populations civiles, au seul titre qu'elles s'étaient révoltées contre cette révolution de Maïdan parce qu'ils se sentent russes. Point. Et puis, n'oublions pas que grâce aux sanctions que l'individu Macron a imposées à la Russie, croyant lui faire mal, rappelez-vous les mots de Bruno, cet imbécile de Bruno Le Maire, qui se vantait que la Russie allait s'effondrer à la suite de cela, eh bien c'est notre économie qui s'effondre, puisqu'on n'a plus le pétrole et le gaz bon marché qu'on avait autrefois. On l'achète 3 fois ou 4 fois le prix aux Américains. Eux ne sont pas faux. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Vieille formule. Donc voilà, donc on ne peut que donner raison à Dupont-Aignan et on attend de voir, parce que je n'ai rien vu de leur part, que les Marine Le Pen, les Philippot, les Asselineau, les Retailleau, encore celui-là, le réclament aussi. Je n'ai rien entendu. Je ne sais pas si vous avez vu, moi je n'ai pas vu. Donc voilà, c'est curieux. On a l'impression d'un petit monde qui en fait fait semblant de réagir, mais finalement ne fait rien. L'opposition de Sa Majesté. Ça va être très difficile de décider pour qui on va voter déjà aux prochaines européennes. Je vous garantis que je tourne et je retourne ma plume dans l'encrier à plusieurs reprises et je n'ai pas encore pris de décision. Mais quand on voit ce genre de guignols, on n'a pas envie de voter pour eux. Alors, que pensez-vous de l'injonction du Conseil d'État concernant CNews? C'est incroyable, vraiment. Il y a un resserrement de la liberté de parole quand on pense que maintenant, même CNews tombe sous les fourches codines. C'est hallucinant. C'est hallucinant. On ne pourra bientôt plus rien dire qui ne soit la parole de l'Élysée. Point à la ligne. Il y avait autrefois, je ne sais pas si ça existe toujours, une firme qui s'appelait La Voix de son maître, qui publiait des disques de musique. Là, on peut dire maintenant que c'est pas de la musique. Pâté Marconi. Hein? Pâté Marconi. Voilà, thème Marconi, exactement. Et la voix de son maître, celle de l'Élysée, point à la ligne.
Vous dites oui, oui, comme un petit pantin qui hoche la tête quand on lui demande. Je crois que le fond du problème, c'est que ils estiment qu'il n'y a pas assez de diversité sur le plateau. C'est ça, non? De diversité politique, hein? Non, mais ils ont réagi parce que je ne sais pas qui avait été invité sur le plateau et probablement ce qu'il avait dit avait profondément déplu. Bah, on est en démocratie ou on l'est pas? Non, mais c'est magnifique. Vous savez ce que je pense de la démocratie? Oui, vous pouvez le rappeler, hein. Alors, puisque vous m'invitez à revenir sur le problème de la démocratie, eh bien, c'est très simple. Je rappellerai pour commencer que le premier souci de la Révolution dite française a été d'interdire les corporations. Pourquoi? Parce que sous l'Ancien Régime, la corporation était le système social qui permettait l'organisation des différents métiers de façon à ce que de l'intérieur de chaque métier, ils harmonisent eux-mêmes les problèmes qui pouvaient surgir entre patrons, cadres et ouvriers. Je ne vais pas rentrer dans les détails d'organisation des corporations, vous pouvez aller sur Internet chercher ça. Mais de là, de cette interdiction des corporations, par la loi d'Isaac le Chapelier, c'était en 1791, si je ne me trompe pas, allait se substituer à cette démocratie organique des télécorporations, c'est-à-dire qui était basée sur le réel de ce que vivaient les travailleurs sur place. Donc ils n'avaient pas besoin d'informations, ils n'avaient pas besoin d'une presse pour leur dire ce qu'il fallait penser des événements qu'ils avaient sous les yeux. C'est pour ça que l'on dit que c'était une démocratie organique. Et donc le souci de la Révolution dite française a été de supprimer cette démocratie organique pour la remplacer par une démocratie organique qui ne reposait plus que sur la présentation de faits par la presse. Et à partir de là, vous comprendrez, et c'est mathématique, que qui tient la presse tient l'information, qui tient l'information tient les décisions du citoyen. C'est aussi simple que cela. C'est pour ça que, en tant que nationaliste, si on veut remettre de l'ordre en France, et Dieu sait si on en a besoin aujourd'hui, il faut absolument supprimer cette démocratie inorganique qui découle de 1789, de la dite Révolution française. C'est fondamental, ça c'est un point clé de notre action. Alors que la conjoncture économique se dégrade, l'Élysée, Matignon et Bercy ont multiplié les conciliabules pour acter une série de mesures que Bruno Le Maire a présentées dimanche soir. De quoi s'agit-il? Eh bien, il s'agit de tout de même essayer de remédier à la casse, alors que Bruno Le Maire et le pouvoir avaient cessé de nous faire de belles promesses, que tout allait mieux, etc., etc. Ils se rendent compte que l'économie française va de plus en plus mal. Et alors, Bruno Le Maire promet qu'il va falloir faire des coupes dans le budget de l'État, dit-il. Et il annonce 10 milliards d'économies. Bon, alors, moi je veux bien, oui, parce que l'État vraiment est très vorace. Et il y aurait beaucoup de choses à couper, effectivement. Mais à mon avis, ce n'est pas là où ils devraient couper qu'ils vont couper. Et là, qui va payer ces coupes? Ça, je serais curieux de le savoir. Mais j'ai aucune illusion là-dessus. Donc c'est toujours la même chose, ce sont encore les petits, les moyens qui vont payer pour les dépenses de l'État, alors qu'il y aurait tellement de choses à payer dans toutes les prérogatives des gens du pouvoir
Voilà. Voilà ce que veut dire cette présentation faite par Bruno Le Maire. Et en fait, on constate que, notamment, là encore, je reviens toujours, parce que ça a été vraiment, je dirais pas que ça a été une révolution, mais ça a été un tournant majeur. Depuis Nicolas Sarkozy, les chaînes les crises économiques se sont enchaînées. Ces individus ont pris l'habitude de faire des emprunts, donc d'endetter la France de plus en plus, de plus en plus. On en est à plus de 3 milliards, je crois que c'est 3 milliards d'euros de déficit suite aux emprunts. 3 000 Donc, milliards, 3 trillions. 3 000 milliards, oui, je me disais aussi que le chiffre que je disais était un peu faible. 3 000 milliards, exactement. Donc, vous voulez réfléchissez à ce que veulent dire 3 000 milliards. Faudra-t-il rembourser? Et qui? Ce ne sera pas les Macron et compagnie, les Sarkozy, Hollande et compagnie. C'est eux qui nous ont mis dans cet état-là, par justement cette politique d'emprunt, d'emprunt et d'emprunt. Hmm. Donc voilà, ce qu'il faut tout de même rappeler aux Français qui auraient encore des illusions sur ceux qui nous gouvernent. Alors justement, il y a aussi, vous avez rappelé cette dette, elle est causée, on peut peut-être le penser, par le nombre de fonctionnaires, tandis que la France s'enfonce dans le dysfonctionnement. Relevons que nous avons 5 millions de fonctionnaires contre 2 millions en Angleterre et 3 millions en Allemagne. À quoi servent-ils selon vous? D'ailleurs, je vous répondrai tout simplement que votre question, c'est la réponse. Non, mais il est évident que... Mais c'est du clientélisme, ça aussi. Et des fonctionnaires, des fonctionnaires, pour placer les petits copains, les petites copines, etc., etc. Quand on voit la pléthore d'abord de ministres, est-ce qu'on a besoin d'autant de ministres? De secrétaires d'État, est-ce qu'on a besoin d'autant de secrétaires d'État? Alors tout ça, ce sont des mensualités. Et puis, ce sont des retraites à vie, avec des prérogatives qu'évidemment le vulgum pecus n'a pas. Donc voilà pourquoi la France est ruinée systématiquement, je ne dirais pas par incompétence, mais volontairement. Et je pèse mes mots. Dans le À une nouveau époque, on disait pardon. oui, oui, juste une petite remarque rapide. À une époque, on disait que, l'organisation humaine qui comportait le plus de membres, c'était l'éducation nationale. Hein, devant l'armée chinoise, devant, vous voyez, différents, Tout à différentes tout à structures ou fait. groupes. Alors justement, vous faites bien de rappeler ça d'ailleurs, parce que cette pléthore de fonctionnaires de l'éducation nationale, quand on voit le niveau des études en France, la France est un des pays qui a, qui a le plus dégringolé au point de vue qualité de l'enseignement. Alors là aussi, incompétence ou volonté pour faire des petits Français des imbéciles qui ne savent plus réfléchir et raisonner. On en parlait tout à l'heure. Oui ou non? Alors, le nouveau collier de Brigitte Macron fait scandale. Pouvez-vous nous dire pourquoi? Ah oui, allez, je dis celle-là. Eh bien, il paraît que ce chancelier représente une plaque d'immatriculation d'un soldat israélien. Ah oui, vous avez vu Et ça. avouez qu'il faut le faire quand même. Oui. Ah non, mais ce couple présidentiel, c'est quelque chose. Étonnez-vous après cela que les musulmans aient la haine de la France. Ils ne font pas la différence entre ceux qui nous gouvernent et les vrais Français. C'est pathétique.
c'est assorti à la médaille, de Macron, également, je crois. Vous savez, on avait évoqué ça lors de la célébration de la Hanouka à l'Élysée. Il a un collier? Une médaille? Oui, et le rabbin, je ne sais plus son nom, avait évoqué il portait une médaille, d'un soldat israélien lui aussi. Je me rappelle pas. Ils ont peut-être Ouais, le même collier. je retrouverai ça, ouais. C'est possible, mais je me rappelle plus. Vous êtes sûr? Oui, on avait évoqué faut que je retrouve les éléments. On avait évoqué ça, vous savez, il y a le Hanouka, la Ah célébration, oui, ça avait je fait me rappelle. scandale, vous vous souvenez de ça donc à l'Élysée et le grand rabbin de France avait rappelé que il pensait, il n'en était pas sûr, mais il pensait qu'il portait, en s'adressant au président de la République Macron, il portait cette médaille aussi sur lui. Alors là, Heu, pour le collier de Hier, essayer de retrouver ça, c'est intéressant. Ah, j'avoue que je vais le retrouver, ouais, ouais. pour le collier de Brigitte Macron, là, une ah, petite précision, apparemment, ce serait pas vraiment une plaque, d'immatriculation, enfin, ça en a la forme, mais c'est juste que le message dessus, appelle à la libération des otages, israéliens, exactement, et écrit en hébreu. écrit en hébreu, oui. Oui, non, pleurons sur les otages, bien entendu. Mmh. Et par contre, elle pleure pas sur les femmes, les enfants qui sont massacrés à coups de bombes américaines. Mmh. Non, il faut arrêter. Alors, mais on reste sur les dépenses, le train de vie, de l'État français. Les sénateurs ont, aussi augmenté leurs frais de mandat de 700 € par mois. N'est-ce pas scandaleux dans une période où le pays traverse une crise économique et sociale et où des millions de personnes sont touchées par une inflation galopante, avec, je le rappelle, c'est pas dans la question, mais des gens qui mangent pas à leur faim, qui font que 2 repas par jour, si ce n'est pas un, de plus en plus d'ailleurs. Ou Pierre qui dorment dans leur voiture parce qu'ils peuvent pas payer un loyer. Ou d'autres qui ne se chauffent pas l'hiver. Mmh. Non, mais voilà par qui nous sommes gouvernés. Voilà le résultat de la démocratie inorganique. Alors Gérard Et Larcher, Gérard qui Larcher fait que les s'est pardon? justifié, pardon, Gérard Larcher, là, le président du Sénat, Oui. s'est justifié en disant: «La démocratie a un coût». Ah oui, ah oui! Ah oui! Notamment la démocratie inorganique. Parce que quand on parle des comment on disait, à l'époque, les avantages de la société d'une partie de la société sous l'Ancien Régime, Mmh. Les qu'est-ce qu'on ne peut privilèges. pas dire aujourd'hui? Les privilèges, exactement, les privilèges. Qu'est-ce qu'on ne pourrait pas dire aujourd'hui? Mais c'est le résultat justement de cette démocratie inorganique qui fait que le bon peuple ignorant vote pour des individus qui sont des malhonnêtes, qui trahissent les intérêts de leurs électeurs. C'est le résultat de la démocratie inorganique. Voilà pourquoi il faut absolument exterminer cette démocratie inorganique. Alors à titre d'exemple, au Sénat, ils ont un restaurant donc Oui, pour les sénateurs. exactement, Alors c'est 15 € entrée, plat, dessert, mais c'est gastronomique, hein. C'est un tout Bocuse à fait d'or d'accord. qui sert Avec les meilleurs vins, avec les etc., meilleurs vins, etc. et cetera. Ouais, non, Ils ne sont pas les c'est seuls, correct. Mmh. l'Assemblée nationale, c'est la même chose. Ouais, c'est pareil. Quant à l'Élysée, alors n'en parlons pas. Mmh mh. Avec tous les invités que Macron ne cesse de recevoir, à commencer par un certain Georges III d'Angleterre. Rappelez-vous ce qui était sorti comme chiffre de dépenses à l'époque. Je ne me rappelle plus du chiffre, mais c'était astronomique. C'est le citoyen qui paye. Oui, donc c'est pas cher. Et s'il n'est pas content, il n'avait qu'à ne pas être aussi bête. Alors de plus en plus de personnes meurent dans les couloirs des urgences des hôpitaux, faute de personnel et de moyens. Aujourd'hui, en France, les services d'urgence peinent à accueillir et à traiter tous les patients en temps et en heure. Quelle en est la cause selon vous? Peut-être corrélée avec la question précédente. Alors L'enchaînement est plutôt justement, astucieux. la cause, c'est encore une fois la politique qui a commencé avec Sarkozy
de réduction des lits d'hôpitaux, sous prétexte d'économie. Alors on fait des économies là-dessus, mais on ne fait pas des économies sur toute leur prébande à eux. Toujours la même chose. Donc cette politique a commencé avec Sarkozy, a été poursuivie sous Hollande, et elle est poursuivie sous Macron. Alors en plus de ça, avec les infirmières qui n'ont pas voulu se faire, comme vous le savez, évidemment, il y a un manque de personnel en plus. J'ai vu il y a 2 3 jours une information épouvantable. C'est un patient qui avait été admis pour quelque chose tout de même d'assez grave, qui est resté sur un brancard pendant plusieurs semaines. Il a fini par se suicider. Voilà dans quel état est l'hôpital en France, du fait de nos gouvernants. C'est pas par hasard, c'est de leur faute directe. Alors, essayez de ne pas tomber malade. Si vous tombez malade, essayez de vous soigner chez vous. Et surtout en cas de certaines maladies pour lesquelles on voudrait vous administrer un certain traitement, prenez vos jambes à votre cou. Alors le monde politico-médiatique ne cesse de pleurer Robert Badinter, responsable de l'abolition de la peine de mort. Pouvez-vous revenir sur sa carrière? Avec plaisir. Alors, j'ai creusé, oui, quand j'ai vu cette annonce-là, je me dis qu'immanquablement, on allait me poser des questions là-dessus. Alors, d'après les notices, il est né à Paris le 30 mars 1928, dans une famille juive émigrée de Bessarabie, qui correspond à l'actuelle Moldavie. Et il épousa, le 7 juin 1923, Sifra Rosenberg, originaire comme lui de Bessarabie. Alors, une chose, bon, j'avais déjà fait ce parallèle déjà depuis longtemps, quand je pensais à ces deux individus. Le parallèle entre Badinter et Simone Weil, de même origine. Alors l'un s'est ingénié, Badinter, s'est ingénié à supprimer la peine de mort, ou plutôt d'abord de plaider pour des assassins crapuleux, puis ensuite pour protéger leur vie pour d'autres, supprimer la peine de mort. Et sa coreligionnaire Simone Veil, elle s'est acharnée à rendre légal l'assassinat des enfants dans le ventre de leur mère par la loi qui porte son nom. Vous voyez la correspondance entre les deux? D'un côté, on préserve la vie des assassins, et de l'autre côté, on supprime la vie des innocents. Typique. Oui, Badinter s'était fait connaître Et en voilà, pardon, défendant. pardon Diane, je ne voudrais pas rater Oui, ça. Il y a deux petites choses intéressantes encore. Alors, je vous rappellerai à propos de Badinter, c'est lui qui a défendu Patrick Henry, c'est ce que qui j'allais était dire. le du petit Philippe Bertrand, Mm. qu'il avait enlevé et qu'il a tué. Et puis alors, il y a une chose intéressante, qui ne m'a pas surpris, mais c'est logique, c'est dans la logique des choses. Robert Badinter a été lauréat du prix spécial de la LICRA en 2022 pour l'ensemble de son œuvre, dont sa constante défense d'Israël. Vous trouvez ça dans Tribune juive du 9 février 2024. Et alors, celui que les médias français nous présentent comme un saint homme, textuellement, avait présenté en 2020 une requête à la Cour pénale internationale afin que les crimes commis par Israël en Palestine ne puissent être poursuivis devant la Cour pénale internationale. Voilà quel est l'individu
que tous les milieux, y compris le milieu pleure. Pesez bien. Et le fond de son argument auprès de la CPI, c'était que la Palestine n'était pas un État et qu'il était Tout à fait. qu'il n'était par conséquent pas possible d'enquêter sur les crimes prétendument commis par Israël vis-à-vis d'un État qui n'existait pas. Des crimes commis contre des personnes. Et même pas question d'État ou pas d'État, c'est du n'importe quoi, ça. C'est des Il crimes semble que commis. l'argumentaire ait fonctionné. Non, mais c'est du n'importe quoi. Et je voyais encore une allusion à l'armée israélienne qui est présentée comme l'armée la plus morale du monde. C'est à hurler. C'est à hurler. Et alors, Oui, mais quand je vois les hommages qui ont été faits à cet individu, notamment du président du Rassemblement national, Jordan Bardella, qui s'est fendu d'un hommage ancien ministre de la Justice, homme de lettres. Robert Badinter a défendu toute sa vie ses idéaux avec constance et éloquence. Marine Le Pen a salué la mémoire de Robin Badinter en décrivant une figure marquante du paysage intellectuel et juridique. alors apparemment, Marine Le Pen s'est refusée d'applaudir. Apparemment, il y a eu un discours. Ah ben, elle devait aller à la manifestation. Non, parce que Elisabeth Badinter, l'épouse, Oui, a mais refusé Marine que Le la Pen France voulait y assume. aller. Marine Le Pen voulait y aller. Ah d'accord. En tout cas, elle n'était pas la bienvenue. Elle n'y est pas allée parce qu'elle n'était pas la bienvenue. Mais elle voulait y aller. Alors, où est-ce que j'en suis là? Et oui, elle dit on pouvait ne pas partager tous les combats de Badinter, mais c'était un homme de conviction. Bon, alors là, je regrette beaucoup, mais c'était un homme de conviction, certes, mais c'était des convictions contraires aux nôtres. Alors pourquoi pleurer sur lui? Quant à Philippe de Villiers, alors celui-là, je le découvre tous les jours un peu plus, et j'avoue que ça commence à bien faire. Voilà ce qu'il a, voilà ce qu'il a dit à propos de ce Badinter. C'était un grand avocat dans la tradition des grands avocats auxquels je rattache Dupond-Moretti. C'est toujours bon de se mettre pour Dupond-Moretti bien de son côté au cas où. C'était un grand juriste, donc il parle de Badinter, un grand pénaliste, et puis surtout, Villiers rappelait que le père de Badinter avait été victime de la peste brune. Alors là, ça la bénédiction totale et intégrale. Et voilà comment le vicomte de Villiers se révèle, comme je l'ai déjà souligné dans ma dernière conférence. Rappelez-vous de ma conférence du 10 janvier, sujet-là. Comme étant au petit soin pour tout ce qui est juif. Et je voudrais rappeler cette déclaration qu'il a faite sur YouTube à propos des événements à Gaza. Si Israël meurt, alors l'Occident sera mortellement atteint. Ce qui semble d'ailleurs indiquer que les choses ne se passent pas au mieux sur le terrain pour les Israéliens. Ce qui est intéressant à prendre comme information. Et voilà ce que ce rejeton de l'aristocratie française est capable de sortir. Et là encore, pas un mot sur les femmes et les enfants qui meurent sous les bombes américaines lancées par les Israéliens. D'où ma question. La famille de Villiers aurait-elle des ascendances juives? Et rappelez-vous ce que je rappelle souvent, pour expliquer pourquoi tant de familles de la haute aristocratie française se retrouvent avoir des ascendants juifs dans leurs ancêtres. Ce que Louis XIV leur recommandait, quand ils venaient se plaindre auprès de lui que être à Versailles, paraître à Versailles coûtait cher, il leur répondait, mais épousez de riches héritières juives.
Ben voilà, apparemment, on en a un exemple avec le vicomte de Villiers, qui joue au souverainiste, évidemment. Ça fait passer la sauce. Oui, puis donc les souverainistes et les catholiques lui pardonnent tout parce qu'il a créé, soi-disant, le Puy du Fou. Bon, même Mais là-dessus, c'est un petit peu box. évidemment, vous très bien de le rappeler, Diane. Le problème, c'est que les événements anciens, c'est pas dangereux à rappeler. Par contre, prendre les positions sur telle et telle chose d'aujourd'hui, ça, c'est autre chose. Et là, il faut pas montrer patte blanche, ce qu'il fait. Là, je regrette beaucoup. Si Israël meurt, alors l'Occident sera mortellement atteint. Ça, franchement, Et puis rappelez-vous, là, dernièrement, il avait encensé Golnadel. oui, bien Vous en entendu, aviez oui, parlé. bien sûr. Mm. Et justement, Diane, mais je l'ai cité dans ma conférence Oui, oui, du 10 juillet. Voilà, oui, tout justement, à fait. à ce sujet-là, ceux qui seraient surpris de ce que je cite maintenant, qu'ils reprennent ou qu'ils écoutent, s'ils ne l'ont pas encore fait, ma conférence du 10 janvier. D'ailleurs, qui fait un carton en ce moment. Je crois on n'est pas loin des 20 000, des 20 000 vues. Ah, mais donc c'est scandaleux. Voilà, alors, voilà les gens qui sont censés, donner le là de la politique de réaction en France. Je regrette beaucoup, c'est un traître. Il n'y a pas d'autre nom, c'est un traître. Il défend une cause qui n'est pas la cause française. Alors, j'ai sous les yeux Tu- d'ailleurs ce qu'il avait dit sur CNews, je crois, à propos de Golnadel. Je ne sais pas si vous avez cité exactement le texte. Et Et je en l'ai parlant. dit Ouais. dans la Ah, conférence. oui. Je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'était scandaleux. Ouais, Oui, il fait. il disait, oui, mon frère, Certaines Goldadel, maisons. etc., etc., l'Ancien et le Nouveau Oui, c'est Testament, ça, l'amitié entre ces deux testaments, etc., l'Ancien et le Nouveau. etc. De toute façon, si tu es atteint, je dirais te chercher derrière les barbelés. Ouais, Enfin, ouais, un c'est ça. truc comme ça. Ouais, c'est hallucinant. Ah non, mais c'est hallucinant, ces gens-là. Et il oublie comment, justement, les chrétiens sont traités là-bas, en Israël. Goldadel, il faut rappeler qu'elle-même, c'est un grand ami de Netanyahou, Bien sûr. de l'assassin Netanyahou. Est-ce qu'on peut peut-être, on était sur Badinter, je Oui, me permets de pardon. rappeler deux petites choses sur un volet un peu sociétal au niveau des mœurs. Il faut rappeler aussi que Badinter a été l'avocat de Coccinelle, hein, l'une des premières personnalités transsexuelles, Oui, oui, hein. Donc, c'est grâce à l'action de Badinter et de son réseau que l'égérie trans des années 50 parviendra à obtenir son changement d'état civil. Il a créé un précédent sur ce plan-là. Et puis une, dernière petite citation, tu as évoqué Diane, son illustre épouse, la fille de oui. Bleustein-Blanchet, hein, le Oui. fondateur de Publicis. Ça, c'est vraiment c'est un grand réseau de pouvoir, français, hein, c'est les budgets publicitaires. Il y a eu que 3 dirigeants, hein, depuis la création dans les années 30, hein. Et Maurice Lévy, le deuxième dirigeant, s'était, Vraiment, j'allais le vanté, citer, pardon. voilà, il s'était vanté d'avoir décroché le budget publicitaire du Vatican à une époque, dans les années 70. Enfin bref, pour pas être trop long, citation d'Elisabeth Badinter, je cite: «La bonne mère est naturellement incestueuse et pédophile». Oui, ouais, elle est connue celle-là. Ouais, c'est des tarés. Et vous pouvez me l'envoyer? Oui, oui, bien sûr, je vous l'envoie, oui. C'est fabuleux. Non, ça, je ne la connaissais pas. Ça me manquait dans ma collection. C'est épouvantable. Vraiment, ces gens sont des anormaux, ces gens sont des monstres. Il y a- ils sont tarés dans leur essence même. Le Christ l'avait dit, hein, le sang retombera sur eux et sur leurs descendants. Ah bon. C'est pas Et Euh, une, la d'ailleurs, c'est pas la même, que le sang édrin de l'époque, euh, au moment de la crucifixion du Christ, orgueilleusement disait et que son sang retombe sur nous et sur notre oui, c'est descendance. Saint-Marin qui dit ça. Oui.
Et c'est le cas d'ailleurs, parce que, rappelez-vous encore le nombre de fois où j'ai cité l'historien juif Bernard Lazare, quand il les avertit que, en leur rappelant que de tout temps, par leur façon d'être, leur hystérie, de tout temps, ils ont provoqué des réactions hostiles, qu'on appelle aujourd'hui l'antisémitisme. Et il disait, si les causes premières les causes premières de l'antisémitisme résident dans le peuple juif lui-même. Il a parfaitement raison, évident. C'est pas, les antisémites ne sont pas des malades, ce sont ceux qui provoquent l'antisémitisme, qui eux sont des malades. C'est la même chose. On passe aux questions concernant nos milieux. Selon Fabrice Leggeri, Oui. ancien, ancien patron de Frontex, c'est-à-dire l'agence européenne de garde frontière et de garde-côte, et nouvelle recrue du RN, la Suédoise Johansson, qui est commissaire aux affaires intérieures, aurait enjoint au directeur exécutif dès 2019 de faire entrer les migrants et de les accueillir parce qu'ils viennent par amour. Que ça vous plaise ou non, nous sommes un continent vieillissant et donc vous devez les laisser entrer. Cela vous évoque-t-il un commentaire? Oh oui. Alors il y a deux choses qui me font tiquer là-dedans, évidemment, ils viennent par amour. Ah bon? Ils nous aiment tellement que de temps en temps, il y en a certains qui, par amour, égorgent certains des Français. Par amour. Par amour. À moins que ce soit parce qu'ils sont un petit peu fous. En général, on nous dit qu'ils sont fous, oui, donc, pardon. Et puis alors, parler d'un continent vieillissant. Et là, c'est vrai. Mais il y a une autre solution pour remédier à cela. C'est de pousser une politique nataliste. En aidant les femmes, y compris les femmes non mariées qui se sont fait faire un enfant, qui, bon gré mal gré, parce que toutes ne sont pas tout de même des folles, sont obligées de recourir à l'avortement. Eh bien, il peut y avoir des structures d'accueil pour ces femmes-là. C'est Macron qui parlait de réarmement démographique, je crois, dernièrement. Ouais, ça sont les paroles et l'action est totalement différente. Mm. Ça, c'est la tactique classique. On dit une chose, on fait le contraire. Et rappelez-vous ce qui se passe en Russie avec Poutine. Pousse justement à une politique familiale en aidant les familles qui sont en difficulté pour qu'elles puissent avoir davantage d'enfants, etc., etc. Il n'y a pas de fatalité. C'est pas parce que l'Europe, la race blanche est en panne de naissance, il faut mettre les conditions pour qu'il puisse y avoir davantage de naissances. Sinon, il va à sa disparition. Ouais, alors là, pour l'année 2023, en France, le taux de natalité a touché le fond, effectivement, où on est revenu aux épisodes d'après-guerre, de 45, je crois. Donc, Et, et en- c'est historiquement bas, quoi. et même en comptant avec la natalité des immigrés. Oui, en plus, oui, je crois. Je suppose, hein, de ceux qui se disent français, quoi, en tout cas. De Ah, oui, le déficit pour la race blanche, les Français de souche. toute façon, on voit bien, il y a des classes d'écoles qui ferment partout. Là, rien que dans la région, enfin, dans la ville la plus grosse à côté de chez moi, il y a 10 classes qui ferment. Ils en rouvrent pas, quoi. Enfin, Oui, c'est la France est en train de vivre une descente aux enfers par la volonté de nos gouvernants depuis au moins et surtout de façon accélérée depuis Sarkozy. Je n'en démords pas, ce sont les faits. Avant de passer à la question suivante, dans nos milieux, je me permets de préciser les références de la citation d'Elisabeth Badinter pour toujours sourcer les choses, hein, je ne l'ai pas inventé. C'était dans un livre qui s'appelle XY, virgule, de l'identité masculine, publié en 1990, 92 chez Odile Jacob. Voilà, au niveau des références. C'est bon. Alors, on poursuit avec une citation de Laurent Glosy, un peu alambiquée, donc il a fallu un petit peu la réécrire, mais l'idée c'est que
les BRICS et l'Occident auraient le même agenda que les États-Unis et son complexe militaro-industriel. Grosso modo, tout ça, c'est dans le même sac, c'est mondialiste. Comment réagissez-vous à cette nouvelle déclaration? Alors, bah, effectivement, la formulation est plutôt bizarre. Alors, ce que j'ai compris, c'est que pour lui, l'agenda des BRICS et l'agenda de l'Empire occidental, bah, c'est la même chose. Ah bon? Alors, je vois pas pourquoi tous les médias sont contre les BRICS, mais contre l'action de Poutine, puisque c'est Poutine qui a créé les BRICS, c'est Poutine qui a créé sa, sa- son offensive contre le dollar en imposant justement, au travers des pays qui étaient d'accord, les échanges hors dollar, c'est-à-dire en échange de monnaie à monnaie. Et rappelez-vous, ça, je ne cesse de tartiner là-dessus, à terme, c'est la mort du dollar, donc du socle des États-Unis. Et bien entendu, Wall Street et compagnie, y compris la City. Donc, alors, j'avoue que je suis toujours, si on parlait tout à l'heure, encore une fois, la rédaction des textes, mais ça devient hallucinant. Il faut un peigne pour essayer de comprendre, de déchiffrer. Voilà. En tout cas, ce que ça veut dire, en clair, c'est que pour ce malheureux Glosy, vraiment, il n'en rate pas une. L'agenda des BRICS, bah, c'est la même chose que celle de l'Empire occidental, les États-Unis, etc. C'est du même acabit que ce que nous déclare Hein, Pierre Hillard. tranquillement certain Pierre Hillard, Mmh. alors que Poutine démontre jour après jour qu'il fait exactement le contraire de ce qu'il a dit. Il est enfermé dans sa vision des choses. Et là encore, je me pose la question, mais qui est Pierre Hillard? Est-ce qu'il a un problème mental? Cellules qui ne fonctionnent pas bien? Ils ne font pas les associations nécessaires? Ou bien est-ce qu'il participerait à une politique de diabolisation de Vladimir Poutine qui dérange tellement l'Occident et le mondialisme? Je pose la question, j'attends la réponse. Puis la réponse, vous savez très bien que je ne l'aurai jamais, puisqu'il fuit toutes les propositions d'entretien que je fais ou que d'autres lui font, en disant pourquoi vous ne débattez pas avec mon cœur d'un sac? Et M. Hillard se taille. Ça veut dire quelque chose, ça, quand même. Donc voilà, bon, je suis navré de revenir là-dessus encore, mais enfin, Laurent Glossy, évidemment, c'est la même ligne. Il y a C'est vrai quelque qu'en chose plus, de pas net là-dedans. les BRICS sont Hein. pas totalement alignés, effectivement, hein. Après l'Afrique du Sud, hein, qui a voulu, enfin qui a enregistré une plainte auprès du tribunal pénal de La Haye, hein, contre Israël pour crimes contre l'humanité. Vous avez aussi le Brésil, par le biais de son président Lula, qui est rentré en choc frontal avec Tout à Netanyahou, hein. fait, tout à fait. J'avais gardé ça sous le coude parce que je pensais qu'on allait parler de ça, mais peut-être ce serait dans une autre question. On verra bien, mais effectivement, Lula a remarquablement bien réagi. Et là, Donc il n'y a bah, pas de ligne, ouais, il y a pas de ligne apparemment, politique. hein, Oui, allez-y. Non, non, je voulais simplement dire qu'il y a pas de ligne politique officielle des BRICS, il y a pas de poli voilà, ça existe pas, mais il y a des ils peuvent intérêts, réagir à des choses. Ils réagissent à des choses qui ne leur plaisent pas, en tout cas. il y a des intérêts communs. Ça, le fond du fonctionnement de BRICS, c'est un intérêt commun pour se soustraire à l'oppression américaine. C'est ça le fond du problème. Ce qui fait que, pour beaucoup d'aspects, ils rejoignent la politique voulue par Poutine. Alors, que Et en fait, pensez-vous? c'est une volonté d'indépendance nationale de la part de tous les pays qui adhèrent aux BRICS. On fait notre cuisine entre nous, on n'a pas besoin des Américains.
Que pensez-vous de cette déclaration de Jordan Bardella, invité politique du face-à-face sur RMC? Il dit, je cite, le RN est, pour beaucoup de Français de confession juive, un bouclier. Je défends tous les Français, quelle que soit leur origine et religion, face à l'idéologie islamiste. Bon, il y a une contradiction un peu dans les termes, mais bon. S'il défend tous les Français, il devrait défendre les islamistes aussi, du coup. Élémentaire, mon cher Watson. Mm. Non, mais c'est pathétique. Bon, vous avez fini la citation? Oui, alors je répète, effectivement, le RN est pour beaucoup de Français de confession juive un bouclier. Point. Voilà, il stipule défendre tous les Français, quelle que soit leur origine et religion. Mais cela est surtout face à l'idéologie islamiste. On sent bien qu'il veut racoler le monde juif, quoi. Évidemment, évidemment. Alors, bon. Et pourquoi est-ce que tous ces gens-là, Bardella, etc., Zemmour, qui tartinent contre l'immigration, contre l'islamisme. D'abord, l'islamisme, ça ne veut pas dire tous les musulmans. Tartinent contre eux, contre ce danger, oui, oui, mais qui ne remontent pas à la cause. Car la cause, c'est qui? L'intelligence juive. Ce sont les Attali, ce sont les Macs, hein? C'est toute la presse juive. Qu'est-ce qui fait venir ces vagues d'immigrés de plus en plus serrées? On en est à 350 000 par an, officiels. Qui les fait venir? Ils ne sont pas venus à la nage. Qui les fait venir et pourquoi? Qu'est-ce qui les fait venir? Les avantages sociaux qu'on leur octroie dès leur arrivée, même illégaux. Et pourquoi est-ce que M. Bardella, pourquoi Sarkozy, pourquoi Zemmour, etc., et autres ne rappellent pas ça? Pourquoi ils ne montrent pas la cause? Alors ils se donnent le beau rôle en dénonçant l'islamisme, oui. Mais s'il est là, c'est grâce à qui? Donc c'est ça, moi ça m'horripile, c'est scandaleux. Je dirais, ce sont des escrocs politiques. En tout cas, le Bardella, vraiment, un bon petit, un brave petit, il a mérité sa sucette. Hein. Et alors, je répète, qui sont les responsables de cette politique que soi-disant il dénonce, enfin qu'il dénonce, les Attali, les Banks, les Sarkozy, les Hollande, les Macron. Si on est à 350 000 arrivées par an de migrants, c'est grâce à eux. Et ça continue. Et ils ne veulent toujours pas arrêter. Vous avez vu les débats sur le soi-disant texte préparé par le pouvoir sur l'immigration. C'est une farce. Et alors, et alors bon, il y a toujours une cerise sur le gâteau. Je viens de voir une information, je ne sais pas si vous l'avez vu. Jordan Bardella vient d'être invité par la Grande Loge nationale de France. Vous aviez vu ça? Oui, j'ai vu ça ce matin, effectivement. Par la Grande Loge nationale de France pour un déjeuner discret, nous dit-on dans la presse, en catimini. Et pourquoi? Ils ont quelque chose à cacher? Déjà, le simple fait qu'il accepte, c'est un aveu de Alors consentement. justement, là-dessus, bon, pour être honnête, toujours laisser possibilité. On se met à la place de Bardella et reçoit cette invitation. Il refuse, c'est une déclaration de guerre. Il y va, ça dépend de ce qu'il accepte. Et c'est là qu'on l'attend. Mais de toute façon, si la Grande Loge nationale de France a estimé pouvoir jouer ce jeu avec Bardella, c'est qu'ils ont estimé que, comme je disais tout à l'heure, il coche toutes les cases nécessaires de la doxa républicaine, du politiquement correct.
Alors, je vais faire l'avocat du diable contre moi. Dire, voilà, on pourrait me rétorquer que la Grande Loge nationale de France est acceptable, car c'est la plus droitière, qu'elle se revendique déiste. Oui, le problème, c'est que c'est le grand architecte de l'univers, c'est pas Dieu. Or, je voudrais rappeler quelque chose que je rappelle assez souvent, que l'on trouve dans mon livre La maçonnerie, c'est déclaration de l'ancien grand maître Jean Bello, justement de la Grande Loge nationale de France, cette loge qui serait si bonne, si acceptable, etc. Et voilà ce qu'il disait dans son livre sur le grand initié Oswald Wirth. Chaque rite a des particularités, une spécificité, une formulation dont ses membres reçoivent une formation maçonnique complète et équivalente, conduisant au même centre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les différentes obédiences, c'est du pareil au même. Leur apparente différence découle simplement des différents publics que ces obédiences sont chargées de travailler. La maçonnerie est une dans ses buts, comme le dit Bello. C'est clair et net. Alors, par-delà déjà, j'ai pas une grande connaissance de sa culture politique, déjà pour commencer. Et puis encore, bon, c'est le bon petit garçon, et arriviste, et qui, je répète encore, coche bien sagement toutes les cases nécessaires. Et voilà pourquoi il est tellement invité sur tous les plateaux. Et c'est un bon, pour conclure là-dessus, parce que bon, j'en ai assez dit, c'est un arriviste et à la place de Marine Le Pen, je me méfierai. Parce que le jour où il pensera pouvoir prendre sa place, il la poussera dehors. Sans pitié. Bon, de toute façon, elle ne l'aura pas volé et on ne pleurera pas pour cela. Voilà. Alors, vous pensez bien que pour les prochaines européennes, je ne ferai certainement pas, je ne recommanderai certainement pas de voter pour la liste conduite par Bardella. Absolument exclu. Alors, dernière question dans la rubrique Nos milieux. Jeune Nation a publié un panégyrique de votre père Jacques à l'occasion de l'anniversaire de son décès le 20 février 2005. On ne peut que s'en féliciter, mais une chose a surpris plusieurs internautes qui ont réagi. Il n'y a pas la moindre allusion à vous, son fils Philippe, qui avait repris le flambeau euh, avec une œuvre importante, hein, tous les livres, les conférences, les entretiens, et tout votre travail depuis plus de 20 ans. 25 ans maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire, selon vous? Ouais. Bah, cela veut dire quelque chose, effectivement. C'est qu'il y a entre Jeune Nation et moi un vieux contentieux. Alors, pour rappel, que ce soit mon père, que ce soit moi, du temps de Pierre Sidos, il nous avait demandé de collaborer à sa revue Jeune Nation. Mon père l'avait fait, et puis quand mon père a arrêté, bon, ils m'ont demandé de poursuivre ce que j'ai fait. Et là-dessus, j'ai publié, c'était en 2001, je crois, mon premier livre qui s'appelait Le nationalisme français. Je l'envoie bien entendu à Pierre Sidos, je l'envoie aussi à Yvan Benedetti, qui était son second. Et puis, les semaines passent, les mois passent, pas le moindre mot annonçant l'apparition de mon livre. Même ce que je disais apparemment coïncidait avec ce que prétendent défendre.
Donc je m'en étonne, je prends mon téléphone et je téléphone à Benedetti pour lui demander ce qui se passait, s'il avait bien reçu le livre, etc. Réponse, il m'a raccroché au nez. Ah bon, pourquoi? Et ça, j'allais l'apprendre plus tard par de l'intérieur, par quelqu'un qui a entendu la réaction de Pierre Sidos, qui était furieux quand il a appris la publication de mon livre en disant: «C'est moi qui aurais dû l'écrire». Le problème, c'est que c'est pas lui qui l'a écrit. Et que donc, Benedetti, bon petit soldat, quand je lui ai posé la question, évidemment, il n'a pas pu répondre, il a préféré me raccrocher au nez. Alors, ça, c'est une chose. Alors, il est évident que Benedetti et d'autres qui ne sont pas au courant me reprochent les mots durs que j'ai pu dire à la mort de Pierre Sidos. Pourquoi? Pierre Sidos, je l'ai connu personnellement, je l'ai bien connu, de même que j'ai bien connu Le Pen. C'est pour ça que j'ai pu écrire sur lui ce que je pensais, histoire d'une trahison. Bon, ce n'est pas le cas pour Pierre Sidos. Pierre Sidos, c'était quelqu'un qui était tout à fait dans la ligne nationaliste. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Le problème, c'est qu'il a été un velléitaire. Et une chose qui m'a toujours choqué, et j'en parle d'ailleurs dans mon livre Charles de Gaulle, de la légende à la réalité, je rappelle ce qui s'était passé à une certaine époque en Algérie au moment du combat pour l'Algérie française. Jeune Nation avait deux représentants là-bas. Et c'était Michel Leroy et son adjoint René Villard, qui ont été liquidés sur ordre de, comment il s'appelait celui-là, de Jean-Jacques Suzini, qui était l'adjoint de Salan, dans le cadre de l'OAS. Ces deux militants nationalistes, ces deux cadres nationalistes n'ont jamais été vengés. Je le regrette beaucoup. Un parti qui ne soutient pas les siens, qui ne venge pas les siens, ne répond pas à son devoir. Ça, c'est un élément. Et je rappellerai encore que Pierre Sidos, malgré ses très bonnes idées, j'insiste là-dessus, s'est laissé faire comme un enfant. À chaque fois, il a fait les mauvais choix. Il a laissé rentrer les Dominique Vénère et les Alain Benoît qui ont détourné le combat. Et le seul à l'époque qui avait réagi, c'était mon père, qui mettait en garde justement devant le travail de démolition de l'intérieur fait par Alain Benoît et Dominique Vénère, qui allait aboutir à la création de la nouvelle droite. Tout cela est parfaitement référencé. On ne peut pas me prendre en défaut. Donc là encore, mauvais choix, et encore une fois mauvais choix, quand il a nommé Benedetti comme son successeur. Je regrette beaucoup. Puis Benedetti m'entend, il sait très bien ce que je pense de lui. Et je pense que Sidos aurait fait un bien meilleur choix en nommant André Gandillon comme son successeur. Personne pondérée, excellente formation politique, on s'entend très bien entre nous, alors que Benedetti, quel est son bilan? Ses vantardises, ses défis, ses fanfaronnades. Il a abouti à l'interdiction par le pouvoir, du temps de Manuel Valls, de l'œuvre française. Merci, bon résultat. Et maintenant, il n'a plus qu'une existence, je dirais, numérique sur Internet, où il balance des déclarations, mais il ne représente plus rien du tout. Je sais par des personnes qui l'approchent plus ou moins de près que s'il a 30 militants autour de lui, c'est beaucoup. Et il en est aujourd'hui à
a quémandé une cagnotte mensuelle pour assurer la poursuite de son combat nationaliste. Alors, vous comprenez, je regrette beaucoup. Je connais les choses, je sais les choses, c'est référencé, et je ne suis jamais une pleureuse. Je suis chirurgical, c'est tout. Que cela plaise ou non. Donc, je pense avoir répondu à votre question. Et Ah, le plus beau, c'est que dernièrement, ayant vu les réactions euh, du fait de la réaction de certains qui se posaient la question pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas de référence à moi dans le texte de Jeunes Nations publié par Benedetti, j'ai envoyé une mise au point. Parce que certains me tapaient dessus en disant ah, c'est pas bien ce qu'il a fait, gna, 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 gna. J'ai mis la mise au point. Benedetti s'est bien gardé de la publier. Encore une fois, honnêteté intellectuelle. Non, il n'y a rien à faire. Ce genre de droite, il n'y a plus rien à faire avec ces gens-là. Et c'est pour ça que le seul combat que j'estime utile aujourd'hui, c'est de former, de former, de former toujours encore et encore plus des élites sur le plan doctrinal et sur le plan... Bon, j'arrête là. alors, passons désormais aux questions à l'étranger. Avez-vous écouté l'entretien de Vladimir Poutine avec Tucker Carlson et qu'en avez-vous retenu? Et pour continuer toujours par rapport à Poutine, que pensez-vous du décès le 16 février du principal opposant russe Alexei Navalny dans une prison de Sibérie? Alors, il y a beaucoup à dire avec votre question, avec votre Oui, double c'est question. deux en un. Alors, bon, euh, l'entretien avec Tucker Carlson, ça a été un coup magistral. Un coup de pied dans la termitière anglo-saxonne, mondialiste et compagnie, ça, chapeau. Alors, j'ai écouté la conférence 2 heures. J'ai pris note. Et j'avoue que là encore, ben, à l'attention de M. Pierre Hillard. Voilà les points qu'a touché Poutine. Il a affirmé son soutien aux valeurs traditionnelles, le mariage, et entre un homme et une femme. Pour lui, les hommes sont des hommes, les femmes sont des femmes. Il est donc pour l'ordre naturel. Deuxièmement, remarque très intéressante qui montre même que c'est un observateur attentif. Il est convaincu que Biden ne dirige pas les États-Unis, ce qui veut dire qu'il sait que derrière chaque président des États-Unis, il y a ce qu'on appelle le deep state, l'État profond. C'est évident. Et il n'y a pas que Biden. C'est-à-dire que tous les présidents de la République américaine ont tous été des mannequins. Et que le seul peut-être qui n'était pas tout à fait était Kennedy, et c'est pour ça qu'il lui est arrivé ce qui lui est arrivé. Donc c'est évident, les États-Unis, ce n'est pas un président de la République, c'est un ensemble d'intérêts qui tiennent les États-Unis sur le plan financier et sur le plan militaro-industriel. C'est ça le véritable pouvoir aux États-Unis, et Poutine l'a parfaitement compris. Il estime qu'il existe donc aussi aux États-Unis, évidemment, ça coule de source, ça colle avec la chose précédente, des entités financières fortes qui ont intérêt à ce que la Russie reste un adversaire. Ça les fait vivre. C'est l'allusion à Wall Street, donc à la finance juive. Et il affirme encore, notre message est que la Russie n'est pas votre ennemi, nous ne voulons pas la guerre, nous sommes prêts pour la paix, mais les terres et les habitants, il parle de l'Ukraine, sont russes et nous aurons à nouveau ce qui a toujours été le nôtre.
Il rappelait aussi que la Russie possède plus de 80 milliards de dollars de ressources naturelles. Et pour terminer, il dénonçait la politique d'Israël qui agit de manière incontrôlable en massacrant les Palestiniens. C'est un assez bon résumé de sa politique qui horripile tellement ce brave monde occidental. Et qui horripile aussi apparemment M. Pierre Hillard, d'où ses positions. Donc voilà. Alors, ce qui a tout de même, ce qui a été le choc, c'est qu'à la suite de cet entretien, il y a eu sur point de vue audience, sur X, c'est-à-dire l'ancien Twitter d'Elon Musk, 5 à 6 millions d'auditeurs. Et sur une autre chaîne, je ne sais plus laquelle c'est, 170 millions de vues. Ce qui montre l'intérêt des populations en général de voir ce que dit, ce qu'annonce, ce que fait Poutine. Il est le maître du jeu. Et alors évidemment, cela explique les commentaires haineux, j'en ai collectionné quelques-uns, très démonstratifs. Le Point, qui dénonçait les 2 heures d'interview qui se résument à 1h32 de propagande et de désinformation. Ah ça j'adore, ça j'adore. Parce que Le Point et autres, les autres confrères, eux ne font jamais de désinformation. Parole d'évangile. Et puis le journal 20 minutes qui s'interroge si Tucker Carlson pourrait être visé par des sanctions de l'Union européenne. Ah, c'est vous la liberté. Quant au député européen Guy Verhofstadt, belge ultralibéral, pro-immigrationniste, qui veut infliger aux journalistes américains non alignés une interdiction de voyager en Europe. Ben voyons, on est démocrate ou on ne l'est pas. Bon, signalant au passage que pendant ce temps-là, Kiev a perdu 5500 militaires, 405 drones en même pas une semaine. Donc tout va bien. Et voilà pourquoi le monde occidental a la rage contre Poutine. Ah oui, vous voulez me parler, oui, Navalny. Alors, Navalny, d'abord, pour commencer, il faudrait savoir qui est Navalny et que, comme tant d'autres personnes poussées en avant, sont des gens qui ont été formés aux États-Unis en vue de leur progression éventuelle future. On en a plein en France, y compris Macron. Alors, mort de Navalny. Automatiquement, tout le monde occidental, toute la presse occidentale a crié « c'est Poutine ». L'homme au couteau entre les dents, l'égorgeur. Bon, mais finalement, qui avait intérêt à sa disparition? Poutine? Navalny n'a jamais, jamais fait le poids au point de vue électoral contre lui. Il était dans le bas des classements à 1 ou 2%. Où est le danger? Pourquoi liquider quelqu'un qui vraiment ne pèse rien du tout? Par contre, on voit très bien l'intérêt des Occidentaux à liquider cet individu, évidemment plus qu'en fin de parcours, à tout point de vue, pour pouvoir en accuser Poutine. Et là encore, la bonne vieille formule, à qui profite le crime? Ça me semble élémentaire. Et bon, tout le monde n'est pas aussi bête. Vous parliez tout à l'heure de Lula, justement. C'est cette citation de Lula que que je vais citer maintenant. Et plus honnête, plus intelligent que tant d'autres, le président du Brésil a estimé
qu'il fallait d'abord enquêter avant d'accuser, normal. Et je rappellerai aussi que ce qui a aggravé son cas, parce que déjà ça n'a pas plu, mais c'est que précédemment, il avait déclaré et il avait fait une comparaison entre la guerre de Gaza et la Shoah. Alors ça, c'est impardonnable. Donc voilà où en sont les choses. Donc Navalny, bon, exit. Donc c'était un homme des Américains. En plus de ça, c'était un homme sur le plan des mœurs et du comportement général. Évidemment, ça ne correspondait pas du tout à l'homme russe que veut Poutine. C'est pas une raison pour l'assassiner puisqu'il pesait plus rien du tout. Donc, c'est, je dirais, un, un crime en false flag, sous fausse bannière. C'est vrai que ça donne l'impression que les Occidentaux, enfin le camp occidental de l'OTAN des États-Unis n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour contrer Poutine au niveau de la politique intérieure. En plus, Navalny, il est pas vraiment, c'est pas vraiment, il partage pas vraiment les valeurs occidentales, hein. Il y a des propos racistes qu'il aurait Non, mais déclarés. Il fait des choses très étonnantes. D'ailleurs, il était pour garder la Crimée au sein de la Fédération de Russie, hein. Il n'était pas du tout pour la rendre à l'Ukraine. Enfin, il cochait pas toutes les cases, quoi. Donc ça montre bien que l'Occident n'a pas grand-chose en Russie pour s'opposer à Poutine. c'était incontestablement un personnage assez contradictoire, mais quand vous faites allusion à sa position sur l'Ukraine, justement, qui est fait de ce côté-là, c'est que s'il voulait pouvoir s'opposer à Poutine, il ne pouvait pas faire une politique antinationale. Donc il était obligé mais le personnage n'était pas intéressant. Bon, il était partisan du mariage homosexuel et la légalisation des drogues, donc une façon d'affaiblir la nation russe. Non, mais ce qu'il y a de terrible, justement, quand on est obligé d'évaluer quelqu'un, c'est que, bon gré mal gré, cette personne peut avoir des aspects qui disent: «Ah bon, ça c'est pas mal». Mais le problème, c'est qu'il y a aussi une autre facette de ce même personnage et finalement, on est obligé de faire le bilan. Qu'est-ce qui est le plus important dans les prises de position de tel ou tel individu? Qu'est-ce qui fait qu'on peut l'appuyer ou au contraire essayer de l'écarter? Ça, c'est un problème de critique politique, d'analyse politique. Mais en tout cas, ces liens avec le renseignement occidental et notamment avec le MI6 anglais étaient connus. Et donc, évidemment, on comprend la rage de l'Occident d'avoir perdu un agent. Et je me permettrai un petit commentaire. Si en France, depuis De Gaulle, trahir son pays est considéré comme un des beaux-arts, vous avez entendu? En Russie, passer du côté de l'ennemi en temps de guerre mérite d'être fusillé. Ce qui devait arriver à De Gaulle, justement, qui devait passer en cour martiale. Bon, il a été condamné par contumace à mort du fait de sa désertion en temps de guerre, parce que son départ en Angleterre pour se mettre moyennant finance, tout ça est référencé dans mon livre, moyennant finance. Donc il est parti en temps de guerre, ça s'appelle une désertion, ce qui est passible dans toutes les armées du monde de la peine de mort. Alors, je regrette beaucoup de ce coup de louche supplémentaire sur De Gaulle, et ce personnage ne cesse d'empoisonner les réactions politiques en France. Il faut éliminer le mythe de Gaulle. On peut dire aussi qu'il a fait ça dans le cadre de la présidence d'Albert Lebrun, hein. C'est pas la peine de mettre ça sur le dos de Pétain.
C'est ce que justement je souligne lourdement dans mon livre sur De Gaulle. Ce n'est pas du tout un tribunal de Vichy, c'est un tribunal du temps de la Troisième République sous Albert Lebrun, qui l'ont d'abord dégradé de son grade provisoire de général et qui l'ont ensuite condamné à mort du fait de sa désertion, en temps de guerre. Rappelez-vous, depuis le début, depuis qu'on a entendu parler de De Gaulle, déjà en mars 1916, ou dès son arrivée sur le terrain contre les Allemands, le lendemain, il lève le drapeau blanc et il se bat sans combattre, alors que son, celui qui l'avait précédé avait tenu face aux Allemands. Voilà. De Gaulle s'est toujours arrangé pour se mettre à l'abri des coups. Toujours. Alors, soit il abandonne le combat, sans combattre, soit il déserte, soit, etc., etc. Il faut lire mon livre. Personne n'a été capable de démontrer que tout ce que je disais était faux. Tout ça est dûment référencé par des gens qui n'étaient pas nécessairement de nos amis, mais qui avaient l'honnêteté intellectuelle de souligner, de rappeler certaines choses. Donc, c'est absolument bétonné. Donc, voilà. Et je ne cesserai de combattre cette imagerie patriotique de Gaulle, parce que cet homme a été un traître, c'est celui qui nous a rendu, suite à son action, un simple hexagone, alors que le maréchal Pétain avait réussi, en dépit de l'occupation et en dépit des intrigues anglo-saxonnes, il avait réussi à garder notre empire. Il y a un bilan, il faut en tenir compte. Alors, on reste dans la rubrique étranger et en Russie d'ailleurs. Comment expliquez-vous le rapprochement entre le Hamas et la Russie auquel on assiste en ce moment? C'est intéressant parce que justement, ce qui a intrigué depuis, depuis longtemps déjà, c'était une certaine modération de Poutine par rapport à Israël. Alors, je l'avais interprété, j'en ai tout de même pas mal parlé à ce sujet-là, je l'avais interprété comme une volonté de Poutine de ne pas se mettre tout le monde juif en globe contre lui. Ça valait ce que ça valait comme explication, à supposer qu'elle était exacte. Mais c'était comme ça, on était surpris. Et là, on se rend compte que Poutine est en train de se mettre à soutenir ouvertement, officiellement, le Hamas. Et qui plus est, il essaye d'unir les différentes factions de la, oui, de la réaction palestinienne contre l'occupation d'Israël. Donc c'est intéressant, et donc ça veut dire une seule chose, ça veut dire qu'il joue la carte palestinienne contre la carte israélienne. Et ça va être très lourd de conséquences. Mais il est évident que les crimes d'Israël sont tels aujourd'hui qu'il faut un Philippe de Villiers pour trouver ça normal. Quand je parle de Villiers, entre autres. Donc voilà. Voilà ce que je peux en dire à ce sujet-là. C'est surprenant sans être surprenant. Je dirais que c'est simplement logique. Alors, toujours en Palestine, l'hôpital Nasser à Khan Younes, l'un des derniers hôpitaux palestiniens qui n'est pas encore été détruit, a été complètement mis hors service après que Tsahal l'ait transformé en centre de détention militaire. Que pouvez-vous nous en dire? Ça rejoint un petit peu mon commentaire pour la dernière question. Les Israéliens sont des criminels.
Ils bombardent les hôpitaux, ils tirent sur les ambulances. Il n'y a plus aucune loi de la guerre. C'est une véritable volonté d'extermination de toute la population palestinienne pour enfin pouvoir leur voler toute leur terre. C'est ça qu'il y a derrière. Et je pense que ce genre de comportement, évidemment, que ce soit du côté de Lula au Brésil, ou que ce soit bien entendu encore plus du côté de Vladimir Poutine, ces choses-là, tout de même, ça ne passe pas. Et donc, tôt ou tard, Israël aura à payer pour ses crimes, ça j'en suis sûr. Et comme je l'ai dit déjà à plusieurs reprises, ils sont en train de creuser leur propre tombe. Et quand on regarde, quand on se lit entre les lignes, et notamment sur les sites israéliens, je suis abonné à un certain nombre de sites israéliens, on se rend très très bien compte que les choses ne se passent pas bien du tout sur le terrain. Ils perdent du monde, qu'ils n'arrivent pas à contrer l'action des militants du Hamas, qui apparaissent, qui disparaissent après le coup fait, qu'ils perdent du monde, que tout ça coûte de plus en plus cher à Israël, financièrement, d'où les emprunts qu'Israël est obligé de faire, ça va très mal se terminer. Et voilà pourquoi ils auraient besoin d'un Israël de secours en Ukraine. Et comme en Ukraine ça ne va pas marcher non plus, ah, comme un certain Zemmour et d'autres voudraient bien, la France ferait très bien l'affaire. Rappelez-vous ma dernière conférence de Paris du 10 février, et la précédente aussi. Ils vont redevenir le peuple errant. Ce qui n'est pas nécessairement une bonne chose d'ailleurs pour nous. La seule solution à ce problème-là, ce serait vraiment les deux États. Ce serait un moins normal, injuste quand même, parce que ce serait tout de même sur les terres palestiniennes, mais un double État, ce qui permettrait de fixer sur place les Israéliens. Mais pour ça, il faudrait que les Américains cessent de financer Israël et de fournir les bombes qui massacrent les femmes et les enfants palestiniens. Et ça, c'est pas demain la veille. Et le problème, c'est qu'ils sont très durs en négociation, les Israéliens. Ils ont un petit peu la nuque raide, hein. Ça a été rappelé dans les textes sacrés. Une citation Orit Strauch, ministre, c'est une femme, ministre des colonies et des missions nationales d'Israël. Je cite: «Il n'y aura jamais d'État palestinien en terre d'Israël, car il n'y a pas de peuple palestinien». Exactement. Elle dit aussi: «Tout homme cultivé dans le monde sait que cette terre est à nous, au peuple d'Israël et à nous seuls». C'est du délire. Alors à ce moment-là, on pourrait dire que les Italiens aujourd'hui devraient revendiquer la France au prétexte que César a occupé la Gaule. Ouais. C'est pas sérieux. Pas sérieux, mais ces gens-là, ils bénéficient de toute la complaisance de l'Occident qu'ils ont sournoisement miné depuis des années, des années, des années. Ils sont leurs complices dans leurs crimes, donc ils estiment qu'ils peuvent tout faire tous les massacres possibles et imaginables. Alors on entendra Biden tout de même émettre quelques réserves sur ce qui se passe en Palestine. N'empêche qu'ils continuent à envoyer de l'argent et les bombes qui servent à massacrer les femmes et les enfants. Merci. C'est la parfaite hypocrisie anglo-saxonne, encore une fois. Alors,
Une dernière question dans cette rubrique. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi s'est plaint que les revenus du canal de Suez ont baissé de 40 à 50% en 2024 du fait des attaques des Houthis en mer Rouge. N'est-ce pas la conséquence directe de la guerre génocidaire menée par Israël? Ça coule de source, c'est évident. C'est évident. Alors là, je suis bien amusé. Je suis allé voir sur internet le président Sisi. Qui est-ce? Eh bien, voilà ce que j'ai découvert. C'est le quotidien égyptien, donc un quotidien de son pays, Al-Ayoum Saabia, ce qui veut dire septième jour, je crois, qui a été relayé par le site Bladi.net du 26 juillet 2013. Sa mère, Malika Titani, était une Marocaine de confession juive originaire de Safi. Origine d'ailleurs que je souligne en passant, Wikipédia, comme d'autres sites, a escamoté. En outre, le général Sissi a bénéficié d'une formation militaire anglo-américaine qui est réservée aux éléments les plus prometteurs. Donc ça fait allusion à Navalny et compagnie, Macron et tant d'autres personnalités dont on nous parle dans l'actualité. Donc voilà ce qui explique le songe trouble en tant que président de la République islamique d'Égypte dans les problèmes palestiniens. Ses origines priment. Donc voilà le problème. Donc on ne peut rien, les Palestiniens ne peuvent rien attendre de lui tant qu'il sera au pouvoir. Eh bien, merci Philippe, nous avons terminé cet entretien. Merci Pas à vous. tout à fait. Pas tout à fait. Et une toute dernière nouvelle que j'ai vue il y a peu de temps avant de commencer notre entretien. Ça concerne le salon de l'agriculture qui va ouvrir ses portes tout prochainement, je ne sais pas quel jour, mais bon. Eh bien, j'ai appris avec intérêt qu'Emmanuel Macron a dû annuler le débat prévu, ah oui, samedi, donc à l'ouverture du salon, avec les acteurs du secteur après le désistement des principaux syndicats agricoles. Pourquoi? Eh bien, ils n'ont pas accepté sa provocation, donc provocation de Macron, d'inviter aussi les associations écologistes, dont l'association Les Soulèvements de la Terre, ceux qui ne sauraient pas, c'est un groupe écolo radical hostile aux méga-bassines. Ça vous dit quelque chose, ça, les méga-bassines? C'est-à-dire, ce sont Oui, on en oui, avait parlé. Oui, énormes réservoirs d'eau creusés en terre Mmh. qui servent justement à l'irrigation pour les agriculteurs. surtout Eh dans les bien, régions à maïs. Oui. ces espèces de fous furieux d'écolos n'en veulent pas, donc c'est au détriment des agriculteurs. Et donc les agriculteurs n'étaient pas contents que Macron les invite aussi pour discuter. Alors ils ont dit, bon, puis c'est comme ça, votre réunion, vous la gardez pour vous. Et puis alors aussi, ils sont contre tout pratiquement, contre les autoroutes, contre la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, tout de même un certain intérêt économique dans les deux sens. Alors le plus beau, c'est que Macron, qui avait tendu ce piège en fait aux agriculteurs, parce que fondamentalement, il avait peur de l'affrontement au salon de l'agriculture avec les agriculteurs. Donc, il leur a balancé cette invitation de ces fous furieux du,
du soulèvement de la terre pour les provoquer et qui disent non, on n'en veut pas, on ne vient pas. Donc il s'est donné le beau rôle, mais le plus beau du plus beau du plus beau, c'est que ce même Macron, en tout cas son gouvernement, il y a quelques mois, prévoyait d'interdire le soulèvement de la terre. Donc c'est vraiment, c'est un tordu comme toujours, c'est un tordu. Et alors il s'est défaussé en disant que finalement cette invitation, il y avait une erreur de transmission, on ne s'était pas compris, etc., etc. Donc vraiment, c'est du n'importe quoi. Ben voilà, petite dernière nouvelle. Euh, ça fait penser toujours la même chose, c'est toujours le en même temps macronien. Essayer de faire marcher ensemble deux contraires en même temps. Mais même dans son entourage, les gens commencent à se dire mais ça va pas, où va-t-on? Bon, ben, c'est comme ça. Je trouvais que cette petite information valait l'intérêt. Et je crois qu'on va vers une guerre pas terminée entre les agriculteurs et l'Élysée. Alors, pour terminer, cette fois-ci, je le promets, quel petit rappel nécessaire. Alors, je dois dire tout de même qu'à la suite de tous ces rappels que je fais systématiquement après chaque entretien, les choses s'améliorent. Les Je constate que dernièrement, les commandes, que ce soit de livres, que ce soit des abonnements, etc., les personnes mettent soit leur mail, soit leur téléphone, soit les deux. Il y en a encore qui oublient, donc je le rappelle encore. Autre petite recommandation. Pour ceux qui nous envoient des documents en SMS, merci de les envoyer à notre mail sppdassac@hotmail.fr. Sinon, on ne peut pas les utiliser pour faire des copier-coller, notamment quand il y a des citations intéressantes. Donc, c'est important. Encore une autre recommandation que je répète, en cas de réception irrégulière de la politique, ça continue de plus belle, merci de nous prévenir et de porter plainte à votre poste, sinon rien ne changera. Ou alors vous passez à la formule en PDF. Et si vous tenez à recevoir régulièrement la politique, ben, mettez-y les moyens, soit vous grognez auprès de la poste, soit vous vous abonnez à un PDF. Et au sujet de PDF, là aussi, petit problème parfois. Certains qui sont abonnés en PDF se plaignent de non-réception. Alors, il peut y avoir des problèmes avec Internet que l'on ne comprend pas nécessairement. Mais il y a aussi une chose toute simple, c'est que souvent, étant donné que les envois en PDF de la politique sont des envois en masse, au moins en nombre, c'est considéré par Internet comme un envoi publicitaire. Et ça passe en indésirable ou si vous préférez en spam. Donc si vous ne recevez pas alors que vous êtes abonné en PDF, allez voir vos spams ou votre courrier indésirable. Et là encore, chose importante, parce que ça nous casse les pieds, pour parler vulgairement, je m'excuse, en cas de virement bancaire, merci de toujours nous prévenir de l'envoi de telles sommes correspondant à telle commande, soit abonnement, soit tel livre. Parce que par la banque, on reçoit le montant et on ne sait pas à quoi cela correspond. Je répète et je répète et je répète. Et puis alors, bon, donc, disons que c'est un petit détail.
quand les personnes écrivent des chèques, ils s'arrangent pour écrire avec une encre assez foncée parce qu'on prend systématiquement des photocopies pour en garder trace. Et si parfois il y a certains chèques qu'on est obligé de réécrire sur la photocopie pour savoir à quoi ça correspond. Donc voilà, ce sont des recommandations toutes simples, toutes bêtes, si j'ose dire, mais qui nous simplifieraient. Mais si on tenait compte de ce que je rappelle, ça nous permettrait de gagner beaucoup de temps et nous courons après le temps. Voilà, eh bien, Diane, Pierre, merci de ces questions. Merci à tous ceux qui relayent systématiquement et souvent en masse, que ce soit les entretiens ou mes conférences. Ça monte, ça monte, ça monte. Le nombre de visionnages ne cesse de grimper. Donc, c'est bon signe, on informe de plus en plus. Il est évident que dans les personnes qui regardent, il n'y a certainement pas que des amis. Il doit y avoir des ennemis aussi. Mais peut-être que ça leur fera un peu de bien. Peut-être que s'ils le pensent mal, c'est parce qu'ils n'ont pas été informés en temps voulu. Donc, c'est tout de même bon que même l'ennemi écoute ce que j'ai à dire. Voilà, chers amis. Vous rappelez en 2 mots la prochaine conférence, le 9 mars? Le 9 mars exactement. Et alors, le titre, c'est la fin de leur monde. Bien, c'est noté. Merci Philippe. Bonsoir Pierre. Donc, au même endroit, à la même heure, 11 rue de la Vissue. Voilà.